Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci de rester sur Camus 24. Voici les titres 20h du 2 avril 2013. 8e journée mondiale de l'autisme, le Cameroun plaide pour la prise en compte des malades. Plus de 500 millions de personnes à travers le monde présentent aujourd'hui un handicap d'ordre physique, mental ou sensoriel. Au cours de la célébration du Palais des Congrès de Yaoundé ce jour, l'encadrement familial et communautaire de l'enfant autiste est apparu comme un devoir de solidarité nationale. L'autisme et nous, c'est à voir dans ce journal. Sénatorial du 14 avril prochain, la campagne ouverte il y a quelques jours se poursuit sur le terrain et en attendant la descente aux urnes au jour J, les réunions de concertation se multiplient les uns et les autres, voulant asseoir les stratégies pour glaner autant de suffrages que possible. La campagne sénatoriale, comme elle va, le compte est rendu et surtout les portraits des candidats à suivre en page spéciale du journal. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci de rester sur Camus 24. On a donc la santé en première ligne avec la 6e journée mondiale de l'autisme qui s'est célébrée ce jour. Le Cameroun a dit non à la stigmatisation et à l'exclusion. C'était ce 2 avril 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de ce rendez-vous où il était question de parler de l'autisme. Cette célébration qui a été précédée par des manifestations de la 7e édition des journées camerounaises de l'autisme avait pour thème « Autisme et les troubles de l'enfance en difficulté, l'urgence d'une éducation inclusive ». Forum national sur la qualité du cacao et le label camerounais qui est en débat à Yaoundé. Pendant 2 jours, les principaux acteurs de la chaîne de production du cacao camerounais vont élaborer, au bout d'un processus transparent et consensuel, le plan national de développement du cacao. La rencontre débutée ce 2 avril 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé était présidée par le ministre de l'Agriculture et Meigny, en charge du développement rural. Il a demandé aux uns et aux autres de s'activer pour donner de la qualité aux semences et qui sont de plus en plus visibles sur le terrain. Il est à noter qu'ici on a parlé de ces plans améliorés qui devraient donc être utilisés par les cacaoculteurs qui sont donc d'améliorer la qualité sur le marché international. Il faut dire que ce séminaire intervient au moment même où le label camerounais est plutôt craint à cause donc de la qualité du produit présenté sur le marché. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Parlons cette fois du tourisme camerounais avec l'OFECOM, qui se lie donc au ministère du Tourisme et des Loisirs en vue du développement durable du secteur à travers la décentralisation. La convention cadre de partenariat signée ce 2 avril 2013 à Yaoundé a pour finalité la mise en œuvre des projets touristiques dans les communes. Compte rendu Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougo, Divinapi pour le récit. Cette union sacrée autour du tourisme devrait produire des fruits au-delà des attentes, car vu son statut d'instrument principal d'appui technique et financier des collectivités territoriales décentralisées, le FECOM chargé de mobiliser les ressources publiques et les fonds de la coopération internationale destinés aux projets et programmes communaux et intercommunaux en matière de tourisme et de loisirs, s'engage à mettre à la disposition des communes son expertise dans l'identification et le montage des projets susceptibles de bénéficier des financements des partenaires au développement. Le FECOM apportera la contrepartie des financements demandés aux communes dans le cadre de ces projets, aidera également les communes à identifier les projets de financement donc de leurs infrastructures de loisirs et de tourisme. Aussi, la Banque des communes se propose de mobiliser les fonds de contrepartie au profit des communes ou de leurs groupements pour la réalisation des projets structurants, de financer les projets communaux et intercommunaux ayant un impact direct sur la valorisation et la promotion du tourisme, de suivre et d'évaluer techniquement la réalisation des projets à financement conjoint. Pour ce, le ministère du Tourisme et des Loisirs s'engage à son tour à associer le FECOM dans les stratégies de promotion du tourisme et des loisirs, de l'impliquer dans les négociations avec les bailleurs de fonds en vue de la promotion du tourisme et des loisirs, d'appuyer le FECOM à la recherche des partenaires techniques au profit des collectivités territoriales décentralisées. Cette convention donne un cadre juridique à ce partenariat et ce partenariat qui se diversifie, comme vous l'avez suivi, avec aujourd'hui la recherche des financements, l'octroi des financements pour des projets concrets. Et donc, c'est un jour important pour la promotion du tourisme et des loisirs aujourd'hui que cette signature de convention matérialise. Il s'agit là
d'une œuvre de grande envergure qui favorisera l'émergence des collectivités territoriales décentralisées et renforcera la participation des populations et des élus locaux dans la gestion des potentialités touristiques de leur localité. Au ministère des Marchés publics, on parle de ces nouveaux personnels dans le Vaury. La déléguée en charge de la commission de passation des marchés publics dans ce département, Mme Daïmou Kadji Diatou, et son équipe ont donc été officiellement installés ce 2 avril 2013 à la préfecture. La cérémonie a été présidée par Nassiri Paul Beya, c'est le préfet du département du Vaury, assisté par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le Dr Fritz Tonnet et autres autorités administratives. Le contrôle et le suivi de tous les marchés publics dans ce département sont donc les principales missions assignées aux nouveaux promus. Compte rendu, Divinapi, José Ngongan. Détecter, prévenir la fraude et la corruption dans les différentes passations des marchés publics sont là quelques tâches qui reviennent à Madame la déléguée départementale de ce secteur d'activité et son équipe. Cette installation précède celle des délégués régionaux qui avaient en leur temps eu des missions similaires. Afin de mieux outiller l'assistance en connaissance, 3 exposés ont été présentés sur le respect des délais et la qualité des différentes passations de marchés publics, l'organisation des activités du contrôle et l'exécution des marchés, enfin l'aspect de gouvernance dans le dit secteur. À l'université de Douala, on entend relever le défi de la gouvernance universitaire. Le processus de modernisation engagé dès la rentrée académique avec les inscriptions en ligne a permis à l'auguste institution de maîtriser ses effectifs et même sécuriser ses recettes. Les axes prioritaires de l'université de Douala ont été dévoilés au cours de la 33e session du conseil de cette institution universitaire tenue ce jour dans la capitale économique du pays. On a ainsi parlé de l'élaboration du budget programme à travers ces 5 piliers majeurs, donc la professionnalisation des enseignements en ligne des mires. Jean-Jacques Kondoa et Donada Nouzoa nous en disent plus. Les travaux de la 33e session du conseil d'université de l'université de Douala s'ouvrent sur le compte rendu de l'état d'exécution des résolutions de la 32e session tenue en 2012. La salle des actes des écoles doctorales accueille sans gêne les responsables des différentes facultés et grandes écoles placées sous la tutelle de l'université de Douala. Et c'est au tour du professeur Dieudonné Oyono, recteur de l'auguste institution académique, que vont se dérouler les travaux à huis clos de cette 33e session du conseil d'université. La quintessence des points inscrits à l'ordre du jour ne sera dévoilée qu'à la fin des travaux. Nous avons évoqué les problèmes académiques, la rentrée proprement dite, les examens de fin de semestre qui globalement se sont également bien déroulés. Nous avons abordé les problèmes liés à la recherche, notamment le fonctionnement des écoles doctorales, la coopération et la gestion de la bibliothèque universitaire. Ensuite, nous avons abordé un certain nombre de points, par exemple la promotion des enseignants. Beaucoup sont passés chargés de cours, d'autres sont passés maîtres de conférences et d'autres sont passés professeurs. La tenue ce mardi 2 avril 2013 de la 33e session du conseil d'université marque une avancée notable dans le processus de modernisation de l'université de Douala. Venons-en à présent à la page spéciale du journal pour parler des sénatoriales du 14 avril prochain et la campagne ouverte il y a quelques jours qui se poursuit donc sur le terrain. Les différents candidats sont sur le terrain pour courtiser les conseillers municipaux, lesquels constituent le collège électoral. Et dans la région du littoral, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui va en compétition contre l'UNDP, est plutôt prêt. Et voici d'ailleurs le sentiment d'un des candidats investis par le parti de la Flamme Ardente,
pour les sénatoriales dans la région du littoral. C'est dans ce reportage d'Éric Ticheux et José Ngongan. Jean-Jules Bongengo, qui affiche fièrement ses origines, est présenté dans cette liste comme le digne ambassadeur du département du Mungo. Enseignant et professeur des lycées d'enseignement technique option génie mécanique, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans sa carrière. Il pourrait quitter son poste de délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral au soir du 14 avril pour siéger à la haute chambre du Parlement camerounais. En marge de ce que je fais au niveau des enseignements secondaires, je suis conseiller municipal dans la commune, à la commune des Bonnets depuis 10 ans. J'ai été membre de la section départementale RDPC du Mungo Nord. L'enseignant ne devrait pas pouvoir rester en marge de la mouvance de la société. La vie en général dans la société doit être vivable. Et je pense que l'enseignant, qui depuis l'aube des temps est celui-là même dont la voix était très écoutée, l'enseignant disait, j'estime que l'enseignant devrait avoir son mot à dire dans tous les secteurs de l'activité. Parce qu'en réalité, il y a, je ne sais pas quel politicien, je vais le citer, c'est l'honorable Jean-Jacques Ekindi qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il est très content et qu'il constate que effectivement l'enseignement mène à tout. Selon lui, les enseignants constituent, de par leur formation, des modèles de la société dont ils ont la charge d'orienter. Quand on parle par exemple de changement de mentalité, peut-on arriver à un véritable changement de mentalité sans l'implication effective des enseignants? Imaginez-vous. Donc, je fais de temps en temps de la politique à un certain niveau, dans le Mungo particulièrement. Et fort de ce que j'ai pu faire déjà au niveau du ministère des enseignements secondaires, à l'intérieur du système éducatif, j'ai pensé que je pouvais sortir un peu de ce cercle-là pour apporter du mien à l'épanouissement du système éducatif, mais à l'extérieur, à partir de l'extérieur. Investi par le RDPC dans la région du littoral, il pense déjà à la mission qui l'attend une fois élu. Je pense que c'est une nouvelle étape que je commence dans la vie active et j'espère que je serai à la hauteur des attentes du président national du RDPC qui m'a fait confiance. J'espère que je serai à la hauteur. En tout cas, je ne ménagerai aucun effort pour rester cet enseignant digne, cet enseignant qui peut-être de temps en temps peut se tromper, mais ne dira jamais un mauvais jugement, expressément, vous voyez. J'espère être à la hauteur des attentes pour que le Sénat, le premier Sénat du Cameroun, soit une organisation réussie. Je crois que je mettrai tout à côté de tous les 99 autres sénateurs qui seront constitués pour que le Cameroun aille progressivement vers son émergence. La liste du RDPC est en compétition dans le littoral avec celle de l'UNDP, mais il a confiance à ses pairs conseillers municipaux. Rappelons qu'il siège actuellement au conseil municipal de la commune des Bonnets dans l'arrondissement de Lunako. À Maroua, c'est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui affûte ses armes en vue des prochaines sénatoriales. Une réunion préparatoire en prélude de lancement de la campagne électorale dans la région de l'extrême nord venant donc d'avoir lieu. Il s'est agi au cours de ces assises de scruter des stratégies pour mieux convaincre les électeurs.
On fait le point avec Célestin Suxtetabouli, Malachinabi et Bintou Akoum. La réunion qui s'est tenue presque à huis clos dans un hôtel de la place était l'occasion pour le coordonnateur de la campagne de présenter les potentiels candidats investis par le parti. Il s'agit donc de Haman Oumar pour le compte du maillot Danaï, par ailleurs tête de liste, suivi d'Abdoulaye Kouila pour le Diamaré, Aminatou Koukoul pour le maillot Tsanaga, Moussa Ndida du maillot Sava, Taïbengaba pour le maillot Kani, Mahamad Birma du logo Nechari et enfin Amadou Hamadou Bakari pour le Diamari. La réunion a également permis aux responsables du parti de procéder au dernier réglage avant la descente sur le terrain pour les prochaines hostilités. C'est d'ailleurs ce qui anime Haman Oumar, tête de liste, qui croit qu'il n'y a aucune crainte pour l'adversaire principal, notamment le RDPC, bien que possédant la majorité des conseillers municipaux appelés à élire dans l'extrême nord. Pour lui, il faut tenir compte de la qualité des candidats en lice. Vous savez que quand on prépare une élection, la première idée qu'on doit se donner, c'est d'abord de gagner. Maintenant, il faut mettre dans les stratégies pour qu'on puisse gagner. C'est une élection, c'est la démocratie. Ce n'est pas exclu que certains conseillers du RDPC nous votent, tout comme certains conseillers de l'UNDP puissent voter le RDPC. Donc moi je vais dans la conviction que chacun à son niveau va faire donc, le travail pour qu'il puisse avoir la majorité. Absolument. Le moral est donc au beau fixe pour les responsables de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui entendent mettre sur pied des meilleures stratégies pour triompher au soir du 14 avril prochain. Notre stratégie part de ce que les autres appelleraient, n'est-ce pas, notre faiblesse arithmétique. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, l'ambiance est plutôt morose. Même si les listes des candidats des deux partis politiques représentés dans cette partie du pays sont déjà affichées dans les différents chefs-lieux des départements. Du côté d'Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation de toutes les opérations électorales et référendaires, tout est fait prêt pour accueillir les différents électeurs qui ne sont autres que les conseillers municipaux. Les détails, c'est dans ce reportage de Clémence Niamda, Christian Véné et Serge Tetka pour le récit. 997 électeurs sont attendus le 14 avril prochain dans la région du Nord-Ouest où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le Social Democratic Front ont été retenus pour les sénatoriales de 2013. 7 candidats pour chaque parti politique avec pour tête de liste Simona Chidiachou côté RDPC et Ni John Frundi pour le SDF. La bataille entre ces deux formations s'annonce plutôt rude dans la région. Sur le terrain, le constat est clair. L'ambiance est morose dans les artères de la capitale régionale du Nord-Ouest. Chacun va tranquillement à ses occupations. Mais derrière cette ambiance morose se cache une toute autre réalité, car du côté de l'ECAM, tout est fin prêt. L'ECAM est prêt déjà pour les élections qui ont eu lieu le 14 avril. Parce que tous les listes des électeurs sont déjà affichés dans les chefs-lieux des départements parce que c'est là où les élections vont se passer. Et il y a les bureaux de vote et le nombre de bureaux de vote sont là. On a déjà fait les listes de 997. Pour barrer la voie à une éventuelle fraude lors des élections, l'ECAM a également mis sur pied certaines stratégies. Les cartes d'électeurs sont... On a affiché les photos des électeurs et tous les partis qui sont en contest, leurs représentants sont là. On a déjà les listes des représentants parce que chaque parti va être représenté dans les bureaux de vote et à la fin, tout le monde, on va établir comment on a voté et on a aussi expliqué aux chefs d'agence qu'il faut que les cartes d'électeurs soient là et tu votes avec ta carte d'électeur et ta carte d'identité nationale. Nonobstant le fait que dans la ville de Bamenda, la campagne ne se fait pas encore ressentir, il est à noter que dans d'autres arrondissements, plusieurs candidats et suppléants sont déjà au four et au moulin dans le but d'obtenir le plus de voix. Tout porte à croire que dans les bureaux de vote installés à Kumbo, Fundong, Kambe, Foum, Bengui, Ndop et Bamenda, l'échéance du 14 avril prochain va se dérouler dans de très bonnes conditions ici, dans la région du Nord-Ouest. À l'étranger, dans cette édition d'information sur Camus 24, on est dans les couloirs de la justice avec Jérôme Cahuzac mis en examen après avoir reconnu
Donc il avait un compte à l'étranger. Toujours dans les couloirs de la justice, c'est un sénateur du PS au nom de Jean-Noël Guérini qui est en garde à vue, entendu dans un sous-dossier, dans un dossier à caractère mafieux. Pendant ce temps, au sujet de la querelle des deux Corées, Ban Ki-moon tire la sonnette d'alarme après l'annonce du redémarrage des réacteurs nucléaires. En Côte d'Ivoire, c'est l'art contemporain qui revit après une décennie de violence. Toutes ces informations et bien d'autres sont contenues dans cette mouture que nous livrent les confrères de l'AFP. Jérôme Cahuzac passe aux aveux. Il reconnaît avoir eu un compte à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Présenté au juge, il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Dans un communiqué, l'ancien ministre du Budget se dit dévasté par le remords et demande pardon pour sa faute inqualifiable. Jean-Noël Guérini est en garde à vue. Le sénateur socialiste est entendu dans un dossier à caractère mafieux selon les termes du juge. L'affaire porte sur des malversations financières de grande ampleur touchant à des marchés publics remportés dans des conditions suspectes auprès des collectivités de Haute-Corse et des Bouches-du-Rhône. Selon une source judiciaire, son frère Alexandre Guérini a également été entendu par les gendarmes ce mardi. Lueur d'espoir pour les salariés Petroplus de Petit-Couronne. Selon les syndicats, 2 dossiers de reprise ont été jugés recevables par les administrateurs judiciaires. Il s'agit du panaméen Netoil et du libyen Murzukoil. Les 2 dossiers seront examinés par le tribunal de commerce de Rouen lors d'une prochaine audience. La raffinerie a déposé le bilan début 2012. Elle emploie 470 salariés. Gare à l'escalade. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon tire la sonnette d'alarme après l'annonce du redémarrage d'un réacteur nucléaire nord-coréen. Pyongyang laisse aussi entendre qu'il pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium à des fins militaires dans un contexte extrêmement tendu avec la Corée du Sud et les États-Unis. L'art contemporain revit à Abidjan. Après une décennie de violence, les espaces d'exposition se multiplient et les jeunes artistes s'affirment. C'est notamment le cas du photographe Paul Sika, figure de proue de la nouvelle génération. Son objectif, s'imposer à l'étranger en suivant l'exemple du football ivoirien et de sa star Didier Drogba. Sport au bas de ce journal avec la FENASCO Ligue B, puisqu'on en reparle avec cette fois la commission de morphologie qui suspend les athlètes dans plusieurs disciplines sportives. Ceux-ci ont été écartés de la compétition après avoir été soumis à une évaluation plus scientifique que technologique. En fait, ils sont accusés d'avoir un âge bien au-dessus de celui autorisé, celui donc qui donc concédé aux athlètes à compétir dans le cadre de ces Jeux scolaires. Les détails avec Benoît Dormo et Zobel Apollinaire-Bon. Seuls quelques présidents de commission rencontrés ce jour ont pu donner le nombre exact des athlètes disqualifiés. Il s'agit entre autres de la commission volleyball mixte où 20 athlètes au total ont été mis hors course. 53 en ce qui concerne le basketball et plus d'une dizaine en football. Ces disqualifications en cascade sont l'œuvre de la commission de morphologie qui a fixé l'âge maximum de participation aux 10 Jeux à 14 ans. Elle s'est par ailleurs appuyée sur un certain nombre de critères scientifiques pour barrer la voie à certains athlètes. Ils ont véritablement des critères scientifiques qui leur ont permis, sur la base de la pilosité par exemple, sur la base de la dentition, sur des tests écrits et des tests oraux qu'ils ont fait aux enfants, de voir lesquels enfants, pour de voir au maximum quoi, d'avoir beaucoup de chances d'avoir rien que les enfants du primaire. Si pour certains encadreurs, cette décision est moins lourde de conséquences, d'autres y trouvent à redire. Je suis venu avec 8, on a disqualifié une pour peut-être, pas pour âge, mais pour la morphologie. Donc je reste serein, j'ai 7 autres joueurs. Tout le monde s'est entraîné, tout le monde peut jouer, donc je n'ai pas de soucis. J'ai un athlète particulièrement pour son cas, moi je ne pense pas qu'il méritait la disqualification. Il a été simplement, on a demandé d'ouvrir la bouche, il a montré la bouche, on ne m'a même pas expliqué pourquoi est-ce que l'athlète est dehors. Moi on ne m'a pas expliqué alors que c'est un petit garçon. Et il n'est même pas le plus grand de mon équipe, il n'est pas le plus grand. Donc moi je pense que pour mon cas c'était dur. Sur les aires de jeu, la compétition suit son cours normal. Mais l'on continue à émettre des réserves quant à la région qui serait en tête au tableau des médailles. À retenir de cette édition d'information, la deuxième livraison de la semaine et surtout la deuxième livraison de ce mois d'avril, 8e journée mondiale de l'autisme et le Cameroun qui plaide pour la prise en compte des malades. Ceci au moment même où plus de 500 millions de personnes au monde présentent un handicap d'ordre physique, mental ou sensoriel. Au cours de la célébration au Palais des Congrès de Yaoundé, ce jour, l'encadrement familial et communautaire
de l'enfant autiste est apparu comme un devoir de solidarité nationale. Sénatorial 2014, du 14 avril 2013 au prochain, la campagne ouverte il y a quelques jours se poursuit en attendant la descente aux urnes. C'est les candidats qui se dévoilent. Les réunions dans les différents états-majors des partis politiques se poursuivent. Il est question ici d'asseoir les stratégies pour glaner autant de suffrages que possible afin d'occuper une place à la haute chambre du Parlement. Madame, Monsieur, merci de rester sur Camus 24. Merci surtout pour votre fidélité à nos programmes. Ils sont en continu. Bonsoir.